Depuis 1971, un rêve hantait mes nuits. Chaque fois que mes rêveries volaient au-dessus de la Costa Brava, elles étaient toujours attirées par ce que j'avais appelé un jour mon château de Tossa. Une magnifique villa, malheureusement abandonnée, faite de pierres brutes et métamorphosée en château. Dominée par une tour carrée bordée de créneaux, dotée de portes et fenêtres de style gothique, avec en plus une magnifique terrasse de plus de 30 mètres carrés. Tout autour de cette villa, laissée à l'abandon, pour je ne sais quelle raison, une pinède ombrait un petit sentier qui menait à une crique isolée, recouverte de galets. Et voilà, entre la mer et la route de la côte, ce petit univers était déjà abandonné depuis au moins 1971. Cette constatation, je devais la refaire avec François 8 ans exactement, après l'avoir faite avec Marcel et mes parents. Après avoir stationné notre véhicule et traversé la chaussée, j'invitais François à pénétrer à l'intérieur de ce petit monde de rêve. Un peu gêné et craintif de nature, ce dernier tenta de refuser. « Hey, on ne peut pas rentrer là-dedans. C'est une propriété privée. C'est une propriété abandonnée, mais plus privée. Depuis déjà au moins 1971, elle fait office de porte ouverte et n'a plus d'habitants, à part peut-être quelques lézards. » Et tout en poussant la grande porte, je pénétrais dans l'enceinte du château. Arrivé à l'intérieur du bâtiment, rien n'avait changé, à part peut-être certaines pièces qui, fermées depuis 8 ans auparavant, étaient présentement ouvertes et avaient comme seule obstruction à la lumière du jour une fenêtre et des volets clos. Avec mon amour pour ce coin de pays, je ne pouvais m'empêcher de songer. Que de tristesse dans ce petit paradis. Dire que ce pourrait être une villa de rêve si elle était entretenue, fleurie, meublée. Aussi bien située, à 2 pas de Tossa, avec une crique à l'abri des regards indiscrets. Mais qu'est-ce que le propriétaire a dans le plot? Ça pourrait lui rapporter une petite fortune chaque année, ce truc-là. Ah, ouais, peut-être est-elle à vendre, mais il en demande trop. Combien d'années me faudra-t-il encore afin que je sois millionnaire et que mon rêve se réalise, pouvoir m'acheter mon château de Tossa? Encore une espérance éphémère que je me refuse toujours d'oublier à jamais. Après avoir rejoint François dans le jardin, nous descendîmes à travers les pins jusqu'à la crique. Pour arriver au pied de la falaise, nous empruntâmes une petite rampe d'escalier taillée dans le roc. Et arrivé au niveau de l'eau, je constatais que la plage de cette crique n'avait décidément rien de comparable avec celle de Playa de Haro. Ça, évidemment, les gens qui loueraient cette villa pour profiter de la mer et avoir une petite plage privée ne seraient pas gâtés, à moins de ne pas être difficiles et amener leurs chaises longues avec eux. Parce que se coucher sur des galets, à ce moment-là, le type qui a les moyens de se payer cette propriété peut très bien se faire venir un bateau de sable et se faire sa plage. Après ces quelques propos, et en prenant garde que la mer fortement agitée ne nous projette pas sur les rochers, nous nous éloignâmes quelque peu de la rive afin de faire quelques brasses, avant de reprendre la route pour Playa. Si, en l'espace d'une journée, j'avais réveillé en moi de vieux souvenirs de plus de 8 ans, le lendemain, je revenais à la réalité et reprenais la route avec ma petite reine. Non pas que l'idée de devenir millionnaire et de m'acheter mon château à Tossa ne repose que sur elle, je commençais d'ailleurs à en douter, mais l'évasion et le bien-être qu'elle m'avait fait vivre et qu'elle me referait encore vivre, c'était cela pour moi le vrai bonheur. Un matin comme les autres, François avait décidé de profiter de la plage. De ce fait, je partis seul en direction de Tossa. Mon itinéraire complet, je ne le connaissais pas encore. Qu'est-ce que je fais ce matin? Je fais Tossa aller-retour ou je pousse la chose jusqu'à Yoet? Oh, je ne sais pas si j'aurai le temps. Il faut quand même que j'arrive pour 1 heure. Bon, on verra.
Et une fois de plus, je pris la route sinueuse de la côte, avec ses montées, ses descentes, ses virages parfois dangereux lorsque l'on refuse de les prendre au sérieux. Alors qu'il me restait que 9 kilomètres avant d'arriver à Tossa, un écriteau en bordure de chaussée retint mon attention. Il mentionnait Ermita de Sangro. J'avais déjà souvent remarqué cette route qui semblait escalader la montagne avec un pourcentage d'inclinaison raisonnable de 10 à 12%. 5 kilomètres, ça fait plus près que Tossa, mais ça compte. Oh, bof, après tout, ça changera de la route habituelle. Et en même temps, je vais voir ce qu'il y a là-haut. Allez hop, c'est parti. Et 25 minutes plus tard, j'arrivais à un pylône d'émetteur pour la radio ou la télévision. À ses côtés, quelques bâtisses qui me laissaient penser qu'il s'agissait d'un monastère, d'où le nom Ermita de Sangro. Eh ben, m'y voilà, c'était pas si terrible. Comme la route semblait contourner les bâtisses, je voulus pousser la curiosité. Serrant à nouveau mes cale-pieds, relançant la mécanique, j'étais presque certain de n'avoir encore qu'une centaine de mètres à devoir parcourir pour parvenir au sommet de la montagne. Erreur. Je n'étais pas au bout de mes peines. La montagne, comme pour me lancer un nouveau défi, me mit face à une autre réalité. Une rampe de 300 mètres avec en bordure un écriteau où était inscrit 14%. Il me semblait évident qu'après être parvenu à escalader le mur de Masno, une côte avec 7% d'inclinaison en moins n'aurait même pas dû m'impressionner. À cette différence près, avant d'attaquer Masno, j'étais parti à 0, alors que ce jour-là, j'avais déjà 25 km dans les jambes, dont les 5 derniers en effort continu. Je serrai donc les dents, et après quelques minutes d'efforts intensifs, je pus être fier de moi, car à nouveau, j'étais parvenu à vaincre la montagne. Avant de redescendre pour retrouver la route de la côte, je m'étais aperçu que, depuis le sommet de ce col, si j'avais poursuivi ma route, je serais arrivé à Llagostera, et ensuite Santa Cristina, et finalement Platja de Haro. Mais je n'avais pas suffisamment de temps pour poursuivre ma route. J'allais donc remettre au lendemain ce parcours de plus de 80 kilomètres. Comme cette distance allait être la plus grande depuis mes opérations, je proposai à François ce jour-là de m'accompagner. Pour lui éviter de devoir me suivre sur une trop grande distance à ma vitesse, je lui proposai de m'accorder un handicap d'environ 30 minutes. Pour ne pas avoir à refaire le même parcours que le jour précédent, j'allais partir cette fois-ci en sens inverse et monter à l'Ermita de Sangro à partir de Llagostera, et ensuite continuer ma route jusqu'à Tossa cette fois. C'est donc décontracté que je prenais la route. Tout allait pour le mieux. Pourtant, arrivé à Tossa, comme mon directeur sportif ne m'avait pas rejoint, je commençais à m'inquiéter. Bon sang, mais qu'est-ce qu'il fout? On peut pas dire qu'il est pressé de voir si je vais me planter. J'espère qu'il lui est rien arrivé. Mais il était temps pour moi de prendre la route du retour, et je m'arrêtais pas sur cette inquiétude. Pourtant, au long de mon parcours, je pensais à François. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi il vient pas? Et mon inquiétude allait s'étaler sur 40 kilomètres, en d'autres termes, jusqu'à mon retour à l'hôtel. Arrivé à l'Acapulco, mes soucis diminuèrent considérablement lorsque je me rendis compte que mon véhicule n'avait pas bougé. Lorsque je retrouvai François, il était accoudé au bar et parlait avec Fernando. Quand je lui demandais pourquoi il m'avait lâché, après m'avoir fait comprendre qu'il assurerait mes arrières, il m'expliqua que la voiture avait totalement refusé de démarrer et n'avait même pas donné un semblant de contact. Comme j'avais déjà eu ce problème à quelques reprises, je lui demandai les clés et lui montrai comment rétablir le contact.
Après avoir enclenché la deuxième vitesse, tout en conservant mon pied droit sur la pédale d'embrayage, je poussais mon véhicule vers l'avant d'environ 30 à 40 cm, puis relâchais brusquement la pédale d'embrayage. Après quoi, je prenais place derrière le volant, tournais la clé de ma Peugeot 204 et son moteur démarrait au quart de tour. En définitive, tout était pour le mieux. François était en pleine forme et ma voiture se portait à nouveau comme un charme. Le lendemain matin, après le déjeuner, je partais rouler sur une petite distance, soit une trentaine de kilomètres. Car après l'effort que j'avais fourni le jour précédent, 1 heure de selle comme entraînement était amplement suffisant. Aux environs de 2 heures, comme nous en avions pris l'habitude de le faire, François et moi, nous nous retrouvâmes au bar de l'hôtel pour y prendre un café. Durant le repas qui avait précédé, nous avions décidé cet après-midi-là de nous rendre une seconde fois à La Escala. Car lors de notre première visite dans cette ville, nous nous étions tellement régalés avec las tapas que l'envie de remettre ça était aussi forte pour François que pour moi. Et par la même occasion, nous allions également saluer cet ami José, le patron du bar Lestrop. Nous étions donc décidés et il ne nous restait plus qu'à terminer nos cafés avant de reprendre la route. Cependant, et comme à l'habituel, François venait d'engager la conversation avec Silvana et son mari, Francisco, qui prenaient leur repas attablé à l'écart. Pour ma part, j'avais remarqué Isabelle, la jeune Andalouse, qui, également comme chaque jour, se trouvait seule à une table. N'écoutant alors que mon courage, et surtout il faut reconnaître l'envie de me retrouver en charmante compagnie, je profitais de l'occasion pour améliorer mon espagnol. En m'approchant d'elle, je lui demandais si elle accepterait de se joindre à nous afin de passer l'après-midi. Déception. Cette dernière avait déjà quelque chose de prévu. Je crus comprendre qu'elle allait retrouver des amis ou amies au camping voisin. De mon côté, et pour ne pas perdre de temps, pendant que François terminait sa conversation, je montais dans ma chambre pour me faire un brin d'hygiène avant de partir. Lorsque je redescendis quelques instants plus tard, une surprise m'attendait devant la réception. Isabelle. « Tiens, Isabelle a changé d'idée ?» demandai-je à François. « Non, mais elle avait mal compris ce que tu lui proposais. Elle croyait que c'était pour ce soir, cette virée à la Escala. Et comme elle va retrouver des copines au camping... » J'étais ravi. L'après-midi pour moi s'annonçait fort agréable. Sans plus attendre, nous prîmes la route et 1 heure plus tard, nous étions tous trois attablés sur la terrasse du bar Lestrop. La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti, María Isabel. La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti, María Isabel. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Shiribiribi, pom 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 pom. 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 En la arena escribí tu nombre y luego yo lo borré para que nadie pisara tu nombre, María Isabel. En la arena escribí tu nombre y luego yo lo borré para que nadie pisara tu nombre, María Isabel. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Shiribiribi, pom 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 pom. Shiribiribi, pom 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 pom. Shiribiribi, pom
pom pom pom, chiribiribi, pom 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 pom. La luna fue caminando junto a las olas del mar. Tenía celo de tus ojos y tu forma de mirar. La luna fue caminando junto a las olas del mar. Tenía celo de tus ojos y tu forma de mirar. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Shiribiribi, pom 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 pom. 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 Lorsque nous eûmes terminé nos consommations, nous prîmes congé de cet ami José. Puis, tout en marchant à travers les ruelles de la vieille ville, nous flânâmes de boutique en magasin. Lorsque nous eûmes terminé, nos appétits étaient revenus. De retour sur l'avenue du bord de mer, nous cherchâmes durant plus d'une demi-heure pour retrouver ce bar où une semaine auparavant nous avions dégusté, François et moi, ces inoubliables tapas. Pendant que nous mangions à une table, une dame s'approcha de nous. Ayant remarqué que notre trio s'exprimait dans les deux langues, cette dame, qui de toute évidence arrivait de Belgique, nous questionna au sujet des tapas. Son accent belge était si prononcé que nous ne pûmes nous empêcher de sourire. Encore une preuve comme quoi la Costa Brava, même si les Germaniques semblaient être omniprésents, restait tout de même un des lieux de rencontre les plus accessibles à tout francophone. Finalement, après nous être repus, nous regagnâmes Playa de Haro. Et la journée prit fin en laissant à ma mémoire une nouvelle espérance, celle de revenir l'année suivante à la Escala afin à nouveau de pouvoir y savourer las tapas. Et je n'allais pas oublier non plus que c'est grâce à François que je pus un jour découvrir cette spécialité culinaire.